OK. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Maïs Chami. Je suis chargée en design de communauté et gouvernance à Village Urbain. J'ai le plaisir de travailler au sein de cet organisme. Ça fait presque 2 ans maintenant. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Estelle. Je suis une des cofondatrices de Village Urbain et directrice générale. Puis donc, ça fait déjà 4 ans qu'on travaille sur le projet. Donc, je suis très contente de vous voir ce soir. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, j'aimerais présenter Village Urbain. Donc, qui est Village Urbain? Village Urbain, c'est un organisme avec, à but non lucratif qui a pour mission de démocratiser le cohabitat à travers le Québec. Donc, vraiment pour le rendre le plus accessible possible à travers le Québec. Le pourquoi, comment est-ce que ça a été fondé, puis qu'est-ce qui a poussé Estelle à cofonder cet organisme-là, c'est vraiment venu pour offrir une alternative au logement face aux enjeux sociaux qu'on fait face aujourd'hui à Montréal, mais à bien plus d'autres villes urbaines en Amérique du Nord, dont l'isolement social, la crise du logement, la surconsommation. Donc, des enjeux qu'on connaît très bien ici à Montréal. Donc, ça a été fondé pour justement offrir le cohabitat comme une solution face à ces enjeux-là, une solution d'habitation, mais aussi pour le rendre accessible au plus grand nombre possible à travers le Québec en étant promoteur immobilier à but non lucratif pour développer des cohabitants clés en main à travers le Québec. Donc, on a été fondé en 2020, comme a dit Estelle tout à l'heure. Aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes, puis on a la chance d'être soutenu par des grands acteurs financiers du Québec, tels que la Fondation Lucie et André Chagnon et la Caisse d'économie solidaire de Desjardins. Donc, maintenant qu'on s'est tous présentés, je vais vous parler un petit peu le sommaire de le programme de ce soir. Je vais commencer par vous parler, c'est quoi le cohabitant? Ensuite, Estelle va vous présenter le premier cohabitat à Montréal, qui est un village à la Chine. Ça va être le gros, la chair de la présentation. Ensuite, on a la chance d'avoir Madame Louise Rosenberg qui est là avec nous ce soir pour présenter un petit peu son expérience, son vécu en tant que future cohabitante dans un village à la Chine. Et ensuite, je vais reprendre la parole pour vous dire concrètement quelles sont les étapes que vous devez suivre si vous êtes toujours intéressé de joindre ce beau projet qui est un village à la Chine. Et on aura une période de questions et réponses environ entre 20 et 30 minutes, dépendamment de l'avancement de cette présentation. Donc, comment ça va fonctionner? On vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure pendant les prochaines trentaines de minutes et on va les lire à la fin pendant la période de questions. Donc, on va simplement euh, lire les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, écrivez-les au fur et à mesure et ma collègue Charlotte va nous les lire. Et puis, sinon, on vise terminer vraiment à 19 heures pile. Donc, on a une bonne heure bien chargée de présentation. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'est le cohabitat? Donc, je vais commencer par le définir tout simplement et ensuite je rentrerai de plus en plus dans les détails. Donc, pour moi, tout simplement, le cohabitat, je vais tourner pour avoir mes notes devant moi, mais le cohabitat, c'est un mode de vie qui met au cœur du projet les relations humaines. Donc, c'est vraiment un mode d'habitation qui favorise la vie communautaire entre les voisins et les voisines. C'est simple, hein? Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, souvent, concrètement, c'est des logements qui sont regroupés physiquement autour de ce qu'on appelle une maison commune. Et la maison commune est justement conçue pour favoriser à ce que les voisins, voisines se croisent, partagent des moments, partagent des choses, partagent des équipements. Et petit à petit, la communauté se bâtit, une communauté fleurisse au sein de cette maison commune qui est conçue pour. Donc, pour vous donner quelques exemples, la maison commune peut avoir des espaces comme une salle de jeu pour les enfants, par exemple, une espace pour faire du coworking, une grande cuisine communautaire, un espace d'atelier de bricolage, quoi d'autre, une chambre d'amis, par exemple. Donc, toutes sortes d'espaces qui sont utiles pour tout le monde qui peut habiter là et qui favorisent vraiment la floraison d'une communauté intergénérationnelle au sein de cette maison et finalement au sein du cohabitat. Donc,
Donc, vous pouvez imaginer que chaque cohabitat va se différencier dépendamment de les personnes qui vont y habiter. Donc, chaque cohabitat porte quand même les valeurs des personnes qui résident là. Donc, ce qui dit cohabitat dit aussi valeurs communes, aussi gestion collective pour justement gérer les espaces collectifs et la vie communautaire, le vivre ensemble. Donc, pour résumer, le cohabitat, c'est avoir accès à, puis là, je vais lire tout ce qu'il y a à droite, c'est avoir accès au vivre ensemble, à une communauté, à toutes les générations, à des espaces communs, à une gestion collective, à un accès à un partage sans jamais que ça soit au détriment de l'intimité, du confort d'être chez soi, d'avoir un logement privé complètement équipé et l'autonomie. Donc, en une seule phrase, le cohabitat, c'est être bien chez soi et mieux ensemble. Donc, on est vraiment, vraiment fiers du fait qu'on est dans cette industrie-là qui est tellement nichée, mais qui fait tellement du bien à la société. Donc, maintenant, je passe la parole à Estelle qui va vous présenter le premier cohabitat à Montréal, qui est un village à la Chine. Merci Maïs. Ben c'est ça, là, on va rentrer un peu plus dans à quoi va ressembler plus concrètement donc le premier cohabitat à Montréal. C'est le premier cohabitat développé par Village Urbain. Comme peut-être que certaines d'entre vous le savent, il y a un cohabitat qui existe à Québec, qui est vraiment le précurseur au Québec, et qui est une grande source d'inspiration pour nous à Village Urbain. D'ailleurs, on est proche d'eux, on organise souvent des visites, mais donc là, on va vous présenter comme nous, le projet qu'on a développé, puis dans lequel certaines personnes qui sont avec nous ce soir aussi vont vivre. Alors, le premier gros point fort de ce cohabitat, c'est l'emplacement. Il va être à Lachine, puis ça, c'est vraiment une chance incroyable. Je vois Louise qui hoche de la tête. Louise vit déjà à Lachine, puis c'est pas la seule. Là, il y a des personnes qui sont déjà dans le projet qui sont de la Chine. En fait, on est vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité de terrain parce que, dans le fond, je voulais juste, est-ce que vous voyez mon curseur si je bouge? Non. Oui, Oui, ah, merci Rachida. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité de site, de terrain, parce que vous voyez la forme jaune, ben, en fait, c'est ça le site du premier cohabitat à Montréal. Donc, on est sur Notre-Dame. L'adresse exacte, c'est le 22-25 rue Notre-Dame à La Chine. Mais on est très, très proche du bord de l'eau, donc du lac Saint-Louis, puis aussi du parc ici, Noël Spinelli. Puis en plus de ça, on a comme le droit de passer là sur l'entrée des condos à côté à pied, fait qu'on peut rejoindre littéralement en moins de 30 secondes à pied là le bord de l'eau quand on va être dans le cohabitat là. Donc ça c'est honnêtement l'emplacement est vraiment exceptionnel parce qu'il est très proche du parc, de la piste cyclable pour rejoindre le centre-ville de Montréal, mais aussi très proche du lac Saint-Louis du magnifique bord de l'eau. On a quelques images ici du bord de l'eau, en plus, on est proche du vieux Lachine, donc on est vraiment dans un quartier avec des bâtiments centenaires, vraiment une belle architecture. On est aussi très proche un peu du centre-ville de Lachine. On est sur Notre-Dame et proche du marché qui est comme à 5 minutes à pied, qui est vraiment agréable aussi. Donc, le site, là, je pense que ça fait comme 3 fois que je le dis, mais est assez exceptionnel. Puis ça fait partie des gros points forts de ce projet. Alors là, vous voyez donc le futur bâtiment, donc le futur cohabitat quand on est sur Notre-Dame. Donc là, la rue qu'on voit là en avant, c'est la rue Notre-Dame. Ça, ce sont des images fictives du projet. Là, pour l'instant, c'est une vitrerie qui est sur le site qui va être démolie. Puis donc, on va construire ce bâtiment ici. Donc, c'est un projet qu'on a voulu garder le plus possible à taille humaine, puis essayer d'avoir un peu un esprit de village, en fait, dans ce projet-là. Fait que c'est vraiment pas un gros bloc. On a comme trois bâtiments qui sont connectés par des passerelles en blocs de verre, puis qui sont vraiment à taille humaine. Et puis, on a aussi l'entrée pour le stationnement souterrain qui est ici à gauche.
Donc ici, vous voyez une image vraiment en vue d'oiseau là du projet. Donc on voit un peu mieux les trois bâtiments qui vont composer le cohabitat. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de rappeler un peu l'esprit de village avec il y a une petite cour intérieure, une placette. Et puis évidemment, comme je disais tantôt, le gros point fort du cohabitat, c'est qu'il va être très proche du bord de l'eau avec pour tous les logements qui sont orientés sud, puis ouest, avec une vue imprenable sur le bord de l'eau. Donc ça, c'est assez exceptionnel comme cadre de vie. Une autre chose qui est importante à noter, c'est qu'il y a à peu près la moitié des toits qui vont être aménagés en espace vert. Donc, il y aura un coin un peu plus potager, jardin, puis un coin un peu plus détente aussi. Donc, ça c'est aussi quand même un gros point fort du cohabitat parce que ça va être des espaces qui vont être partagés puis qui vont être l'occasion ben, par exemple, de cultiver des choses entre voisins et voisines. Euh, Puis en plus de ça, ben, dans le fond, les logements du quatrième étage qui sont côté nord ont toute la vue sur les jardins, puis même plus loin sur le Mont-Royal, etc. Ici, on a vraiment une vue du ciel, dans le fond, sur les toits. Donc, je voulais vous montrer de façon un peu plus détaillée qu'est-ce qui va être possible de faire sur les toits. Puis aussi la cour intérieure, là, qu'on voit au sol, puis qui est vraiment connectée à la maison commune. Je vais vous la présenter un petit peu plus tard, la maison commune, parce que c'est vraiment en fait, la maison commune, c'est vraiment le poumon du cohabitat, le cœur du cohabitat, là où les gens vont pouvoir se rencontrer, se parler, etc. Donc c'était vraiment important pour nous de créer le plus possible de lieux de rassemblement, de rencontres autour de ce projet-là. Puis, vous voyez aussi un petit peu ici les passerelles qui connectent tous les bâtiments entre eux. Donc ça, c'est, bon, déjà, c'est très beau, hein. Et ensuite, ben, ça permet aussi d'aller facilement d'un bâtiment à l'autre pour aller peut-être dire allô à ses voisins et voisines, puis aussi d'aller à la maison commune. Il y aura un ascenseur dans le projet du stationnement en sous-sol jusqu'au toit. Donc ça aussi, ça permet de se déplacer facilement dans le cohabitat. Alors ici, ça, c'est un visuel de la maison commune. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment le cœur du cohabitat. Elle est quand même placée de façon très stratégique au rez-de-chaussée du projet, puis au milieu. Fait que, par exemple, quelqu'un qui rentrerait chez soi, voudrait prendre l'ascenseur, pourrait passer par la maison commune aussi pour peut-être jaser avec quelques personnes. Euh, donc, l'esprit de la maison commune, c'est qu'en fait, c'est un peu comme une extension de votre futur logement. Puis, on veut recréer un peu cet esprit familial de maison. Fait que on retrouve on aura une grande cuisine pour, ben, évidemment, cuisiner tous ensemble, puis faire peut-être des soupers avec ses voisins. Une grande salle aussi qui pourra évidemment servir de salle à manger, mais qui pourra aussi servir à d'autres activités, par exemple à des réunions ou même, je ne sais pas, moi, en semaine, la journée, ça pourrait servir de lieu de travail, un peu comme on voit dans les cafés parfois, etc., pour les personnes qui n'ont pas envie d'être seules chez eux. Puis un autre espace qui est vraiment intéressant et important aussi dans le projet, c'est la buanderie commune. Elle est vraiment au cœur de la maison commune. On n'a volontairement pas voulu la mettre en sous-sol, sans fenêtre, etc. Parce que ben, là, ça peut être le fun de venir faire sa lessive parce qu'en fait, c'est aussi l'occasion de croiser encore une fois ses voisins et ses voisines. Puis en plus, elle est fermée, donc on n'est pas gêné par le bruit. Fait que dans la majorité des logements, il n'y a pas de laveuse sécheuse. En fait, on a voulu garder des laveuses sécheuses essentiellement dans les logements de 3 et 4 chambres, parce que pour les familles, ça peut quand même être pratique d'avoir une laveuse sécheuse. Mais dans les autres logements, non. Comme ça permet aussi de maximiser les opportunités pour se rencontrer, pour jaser, etc. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'avoir un mode, enfin, de réduire en fait sa consommation individuelle, un peu comme tu disais tantôt Maïs, puis de peut-être de ne pas avoir à payer pour une laveuse ou une sécheuse chez soi, donc aussi de réduire son impact environnemental. Ici, c'est une vue de l'espace calme qu'on pourrait aussi appeler comme un salon. Donc, c'est un espace qui est un peu plus en retrait
de la pièce principale de la maison commune que je vous montrais juste avant. Ça se veut un endroit un peu plus silencieux, un peu plus calme, propice pour lire ou peut-être pour travailler aussi, et puis qui va être complètement ouvert sur la cour intérieure. Donc, on a voulu vraiment comme créer plusieurs ambiances, un peu comme, encore une fois, comme on peut avoir dans sa propre maison, là, selon son humeur, selon son activité. Ben, tu sais, c'est important d'avoir des espaces qui soient adaptés à nos besoins. Et là, pour le coup, au contraire, ben, c'est la salle de jeu, l'endroit qui se veut animé, où on peut faire du bruit, où on peut mettre le bazar, etc. Puis qui va être directement connecté et à l'espace jardin sur le côté, qui pourra servir aussi tout autour de la maison commune, qui pourra servir d'endroit pour peut-être pour manger ou faire un barbecue dehors. Puis qui a vraiment une connexion visuelle entre la salle à manger et la cuisine. Ça veut dire que tout ça ici, c'est vitré, donc on pourra regarder, surveiller les enfants, mais en même temps, ben, ça permet quand même de limiter le bruit, d'avoir cet espace vitré-là. Donc, ça a vraiment été bien pensé, conçu par nos architectes. Puis, c'est aussi inspiré beaucoup de d'autres cohabitats à travers le monde. Mais par exemple, la Cohabitat Québec, ils ont exactement le même principe, là, d'avoir une salle de jeu qui est vitrée et collée à la maison commune. Alors là, je vous ai présenté donc le bâtiment dans son ensemble, la maison commune, puis maintenant, je vais vous présenter les logements. Un élément qui est important aussi de rappeler, c'est que c'est un projet qui a été conçu et développé par Sidley Architecture. Donc, ce sont des architectes qui sont vraiment très renommés au Québec, fait qu'il y a eu un- une volonté de proposer un projet vraiment de qualité, que ce soit au niveau des finitions ou même du design de l'espace, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment important pour nous. Donc, les logements. Ici, c'est une vue du salon. Donc, on est dans le salon, puis on voit au fond la, la cuisine. Donc, c'est une cuisine en L qui se veut donc très ouverte dans le logement. On a fait des choix de finition de matériaux très sobres, intemporels, mais de grande qualité pour que ce soit durable. Donc, par exemple, les planchers, ça va être des planchers d'ingénierie, d'un bois quand même clair. Puis d'ailleurs, on a des échantillons des matériaux à nos bureaux si vous souhaitez pouvoir les toucher puis les voir en vrai. On a aussi donc les armoires de cuisine sont en finition couleur bois, puis les comptoirs de cuisine vont être en quartz gris pâle. Toutes les cuisines sont équipées d'électroménagers, donc ça c'est vraiment inclus dans tous les logements. Un autre concept qui a été développé par les architectes, par Cité Architecture, qui est vraiment intéressant, c'est la cloison flex. Donc ici, ce que vous voyez, c'est dans le fond, c'est un logement de 3 chambres. Puis le mur où il y a le miroir là que vous voyez là est un mur que vous pouvez décider d'avoir ou de ne pas avoir selon vos besoins. Par exemple, peut-être que vous avez des enfants ados qui commencent à être grands, mais qui un jour vont quitter le nid. Donc, ça peut être pratique en ce moment d'avoir une chambre supplémentaire, mais en même temps, ben, vous savez que c'est ça, qu'un jour les enfants vont partir, puis vous aurez peut-être la volonté d'agrandir votre espace de vie principal. Fait que c'est un mur où il n'y a pas du tout c'est pas un mur porteur, il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas d'électricité, donc c'est un mur qui peut être enlevé. C'est quand même un peu de travaux, là, mais vraiment des travaux mineurs. Donc c'est un mur qui peut être enlevé pour agrandir son logement. Puis quasiment tous les logements ont ce principe de cloison flex. Donc ici, vous voyez la cloison, puis sans cloison, ça donnerait ça. Donc là, ça agrandit quand même de façon significative le logement. Donc ça, c'est une option qu'on trouve vraiment intéressante, puis qui permet, qui va tout, en fait, qui est vraiment alignée avec le concept d'avoir des logements qui sont plus durables, qu'on peut faire évoluer au fil de nos besoins. Donc, c'était quelque chose qui était très important pour nous. Euh, alors ici, c'est un projet donc, où il y a 58 logements. On a des logements de 1 à 4 chambres.
Et donc là, vous voyez les prix. Donc pour les logements d'une chambre, on démarre à 339 000. Donc tout ça, ce sont des prix avant taxes. Attention, il faut rajouter les taxes, malheureusement. Et on va jusqu'à 4 chambres où on est à peu près à 600 000 dollars pour un logement de 4 chambres. Ça fait tout. À toi, Maïs. Merci Estelle. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une autre chose non tangible qui n'a rien à voir avec les aspects architecturaux, mais quand même dont on est très, très fiers d'avoir mis en place. Donc, on a 6 mécanismes de innovation sociale qu'on a mis en place qui nous ressemblent beaucoup et qui touchent vraiment de très proche à nos valeurs fondamentaux en tant qu'organisme. Donc, je vais commencer par y aller de gauche à droite. Donc, premièrement, au niveau de l'innovation sociale, on a souhaité, on a insisté à ce qu'il y ait des logements familiaux, qui est de plus en plus rare de nos jours pour les nouvelles constructions, et ce parce que nos valeurs de l'intergénérationnalité et la création de communautés intergénérationnelles est au cœur du projet. La deuxième chose, c'est on a des logements autant pour achat que pour location. Donc, c'est-à-dire que la personne qui souhaite acheter peut acheter, mais on sait très bien que de nos jours aussi, c'est pas tout le monde qui a accès à la propriété. Donc, c'est notre façon à ce que le projet soit accessible au plus grand nombre possible et pour améliorer l'accessibilité à ce genre d'habitation, à ce mode de vie-là, en offrant la mixité entre soit on peut acheter ou on peut louer dans le projet. Ensuite, donc, vous l'avez su, on est un organisme à but non lucratif. Donc, ça veut dire qu'on fait aucun profit à la vente des logements, ce qui veut dire que la marge que le promoteur prend normalement, qu'on ne prend pas parce qu'on est un OBNL, ben, vous l'économisez. Donc, vous payez un prix qui va être en bas du prix du marché à cause que vous payez seulement le coûtant, seulement ce que ça coûte. Ensuite, donc c'est uniquement les propriétaires occupants qui ont droit à accéder à ce projet-là de cohabitat. Donc, ça veut dire qu'un propriétaire qui cherche à faire un investissement locatif ne pourrait pas rentrer dans notre projet. Pour deux raisons. Première chose, c'est pour contrer à la spéculation immobilière et ne pas avoir une personne qui a pour objectif de se faire un investissement locatif. On veut vraiment que les gens qui entrent dans le projet aient à cœur la communauté puis les valeurs communes que le cohabitat peut promouvoir. Et la deuxième raison, c'est pour justement, on veut qu'il y ait une cohésion sociale au sein du cohabitat. Donc, vous pouvez croire que si on a du va-et-vient récurrent parce que les gens ils mettent en location, on aura moins le sentiment d'appartenance dans ce groupe-là avec des valeurs communes qu'on aurait pris le temps de monter déjà. Donc, c'est pour ces deux raisons-là qu'on limite à des propriétaires occupants seulement. Ensuite, il y a une autre élément de gestion collective. Déjà, ce sont des logements qui sont pas juste des logements, mais qui sont aussi un espace de vie qui est la maison commune, qui est le vivre ensemble, qui est le partage. Donc, l'élément de la gestion collective est vraiment au centre de ce projet-là. Donc, c'est une façon de vivre qui est pas juste je loue, par exemple, mon appartement et je paye mon loyer et c'est tout. Je suis investie, je suis partie prenante et encore plus, Village Urbain vous accompagne dans la mise en place d'une gestion collective et elle n'est pas juste une gestion collective comme les CA. Je sais que mes parents y habitent dans une copropriété, par exemple, et ils détestent ça aller aux AGA. Ils détestent parce que souvent, c'est des personnes qui vont mettre leur vision, puis ils vont un petit peu l'imposer, puis la majorité des personnes sont quand même frustrées par ce genre de rencontres. Dans notre cas, c'est vraiment une gestion collective qui est plus horizontale qu'on va vous aider à mettre en place. On vous accompagne à la mise en place d'un système de gestion collective qui s'appelle la sociocratie. Et de cette façon, tout le monde est partie prenante, tout le monde a sa voix est entendue, tout le monde fait partie d'un cercle, par exemple, ou une équipe de travail. Donc, c'est vraiment une innovation sociale qui fait en sorte que votre qualité de vie va être vraiment beaucoup mieux que dans une copropriété normale. Et ensuite, ma préférée, c'est convivialité et économie. Donc, je vais commencer par vous donner un exemple. En fait, c'est pour vous montrer comment est-ce que le vivre ensemble peut être amené à faire des économies et peut être amené à avoir plein d'autres répercussions positives dans votre vie. Donc, concrètement. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, si je veux aller en camping, au lieu d'aller m'acheter
je sais pas, une tente et tous les équipements du camping qui peut coûter des centaines et des centaines de dollars, ben, je peux me rappeler que, par exemple, ma voisine Estelle est une grande campeuse et elle a tout ce dont j'aurais besoin. Et autant plus parce que moi, je suis pas habituée à du camping. Donc, je vais juste aller lui parler, je vais lui demander comment est-ce que je peux me préparer pour du camping. Là, bam, elle va me donner son équipement parce que c'est mon amie finalement. Donc, je vais économiser des sous, je vais tisser des liens sociaux et en plus, je vais avoir accès à cette mutualisation d'équipements, mutualisation de partage. Donc, c'est vraiment une façon géniale d'aller chercher à la fois une convivialité, des économies et en plus réduire mon empreinte écologique parce que si on a 58 logements, j'espère bien qu'on n'aura pas 58 tentes et 58 tondeuses, etc. Donc, ça, c'est pour les innovations sociales. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Louise Rosenberg, qui est future cohabitante dans ce beau projet Un village à la Chine. Donc, Louise, tu peux peut-être nous partager quelles sont tes motivations, quelles sont tes expériences à date de ce projet-là. Ben, bonjour tout le monde. Je suis contente d'avoir la chance de vous accueillir ici. Puis j'espère qu'on va se revoir plus tard. Moi, ça fait depuis au moins 2 ans, je pense, que je suis impliquée dans ce projet-là. Village urbain était venu à la Chine nous inviter les gens qui voulaient participer, qui étaient intéressés. À participer à un événement pour déjà, dès le départ, contribuer aussi nos idées à la création de ce projet-là. Moi, je suis une retraitée, j'ai été longtemps travailleuse sociale, je vis seule et j'ai pas d'enfants. Alors, je peux vous dire que c'est une des grandes motivations pour moi. Moi, j'ai besoin d'être avec des gens de tous âges pour que ma vie ait un sens. Et puis, c'est ce qui me garde motivée, c'est ce qui me garde intéressée. Alors, pour moi, ça, c'est très, très important dans ce projet-là. Mais aussi, j'aime l'innovation. J'aime pouvoir participer à la création de quelque chose qui est nouveau puis qui n'existe pas. Puis je pense que ce projet-là, plus je le connais, plus je m'engage, plus je participe, plus je me rends compte que ça répond à beaucoup d'enjeux qu'on vit en ce moment dans notre monde. Et puis, ça fait du bien de pouvoir participer à un processus qu'on co-crée ensemble. Naïs a parlé de la sociocratie. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà formé des cercles. On apprend ensemble comment peut se passer une gestion qui est horizontale où tout le monde a une parole. Alors, vraiment, puis je vois que Monique est ici. Qui fait partie de mon cercle aussi, c'est une autre cohabitante. Fait qu'on apprend à se connaître, puis une chose que j'apprécie, puis qui est très précieuse pour moi, c'est la belle diversité qu'on découvre entre nous. On partage pas seulement nos idées, puis nos désirs, mais aussi on partage nos expériences, nos connaissances. Déjà, on a organisé des ateliers entre nous, des choses qu'on veut partager avec les autres. Fait qu'il y a comme, on sent qu'on, tranquillement, on est en train de créer une belle communauté. Puis on n'est pas nombreux, on est 12 en ce moment. Fait qu'on a hâte qu'il y ait d'autres personnes qui viennent se joindre à nous. Et puis, c'est ça, je pense que j'ai pas mal tout dit ce que je voulais vous dire. Et puis, je vois qu'il y a des questions, fait que je pense qu'on va laisser la place à ça. Je sais pas, j'ai parlé 4 minutes, mais je sais pas. Mais je veux- Fait que je pense que, mais en tout cas, je suis très contente, je suis heureuse dans ce projet et puis ça donne sens. Ça donne vraiment sens à la vie dans un monde qui est complètement chaotique en ce moment. Ouais, ouais, c'est vrai. Merci, Louise. Ouais, mais je vais juste, avant de